Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons nous interroger sur le rôle de la DRH face au manager dit toxique. Chef, j'ai un problème. Mon chef est un vrai manager toxique, c'est l'enfer. Il m'a demandé de retravailler mon podcast parce que, soi-disant, je n'ai pas un super style d'écriture. Et en plus, il y aurait des fautes. Non mais c'est bon quoi, je suis pas venue là pour souffrir. Chef, en fait, je t'ai juste fait une remarque pour que tu t'améliores. C'est aussi mon job et désolé, mais des fautes d'orthographe partout dans quelque chose qu'on livre au client, c'est pas acceptable. Tu veux dire que t'es pas toxique mais que tu fais juste ton boulot de manager ? C'est ça ? Identifier et gérer les managers toxiques, c'est quoi l'histoire ? On ne va pas revenir ici sur la définition du rôle du manager, qui inclut notamment ce à quoi je faisais référence, à savoir aider les gens à progresser. C'est là où la confusion entre bienveillance et complaisance peut être dangereuse. Pour progresser, il faut regarder la vérité en face, et parfois ça dérange. Donc, première question, c'est quoi un manager toxique ? Un manager qui n'est pas gentil ? Qui souligne tes insuffisances ? Qui ne te fait pas plaisir ? Mais qui t'aide à progresser ? Ou un manager juste ? Donc deuxième question, qui estime cette toxicité ? Moi, j'accepte plus la critique, la controverse, l'effort, tout ça. En fait, tout ce qui me dérange et qui vient entacher le sacro-saint bien-être de mon moi, quant à moi, parce que je le vaux bien. Et alors, tout ce qui incarne cette gêne devient toxique. À commencer par mon chef. Hein, chef ? Jette un œil sur Internet et tu verras à quel point on tombe vite sur la charlatanerie des gourous du bien-être personnel qui, à la fin, te donne la liste des 4 conseils pour faire virer ton manager. La dérive dans un sens ou dans l'autre. Quand les moutons passent devant toi, tu te fous de savoir dans quel sens, tant que tu les tons. Mais il y a aussi une autre réalité et une autre dérive. Des managers ou des manageuses, parce que c'est pas un monopole masculin, qui nuisent vraiment aux personnes et à l'équipe. Et il y en a, j'ai même des noms. Des sales personnes qui s'approprient tes succès et t'estiment coupable de leurs échecs, qui intriguent à tout va, te pourrissent la vie autant qu'ils peuvent, te harcèlent jusqu'à ce que tu craques, te font vivre des brimades inappropriées. Qui te font des remarques d'abord désagréables, puis déplacées, puis qui se répètent inlassablement jusqu'à la nausée. Celui ou celle qui se contrefout de tes contraintes, ou au contraire, le béni oui-oui qui t'expose sans cesse au lieu de jouer son rôle. Sans parler du roi du micromanagement constamment dans le contrôle. T'es où, t'es avec qui, tu fais quoi ? Bref, la liste est longue, et on pourrait multiplier à l'infini ces comportements qui t'empoisonnent la vie, qui sont parfois très nocifs. La définition de la toxicité même. Et chez certains, c'est le combo, ils les réunissent tous. Et comme certains ne se sentent plus pissés parce qu'ils ne comprennent pas que le lien de subordination n'implique pas nécessairement allégeance, qu'ils ne comprennent pas qu'être au-dessus des autres, hiérarchiquement, constitue un devoir de plus de les servir et non pas un droit de les asservir, c'est difficile à gérer. Alors entre ces deux extrêmes, celle du collaborateur qui ne supporte pas la moindre contrainte et désigne toute entrave à son bien-être comme toxique, et, à l'opposé, le tortionnaire qui abuse de sa situation hiérarchique pour asservir et détruire, comment on fait ? D'abord, il y a un cadre légal. Celui ou celle qui sort de la route n'est pas un manager toxique, mais c'est un délinquant. Il y a des personnes, quel que soit leur statut, et c'est encore plus problématique lorsque celui-ci leur confère un pouvoir important, qui enfreignent les règles de société. Alors, on se réfère là au cadre, par exemple du harcèlement, sous toutes ses formes. On peut espérer que ce n'est pas si fréquent. On a presque envie de dire que ce sont des situations claires. Mais en fait, non, justement. Et c'est là tout le sujet. Comment faire la part des choses ? Parce qu'il y a ceux qui sont borderline, les zones grises, comme toujours, le ou la manager qui n'a pas franchi vraiment la ligne rouge, mais putain les dégâts qu'il provoque. Ceux qui n'ont pas vu le monde changer, et qui n'ont pas compris que ce qui passait il y a 30 ans, ça passe plus. Mais ils continuent, à longueur de temps, leurs sous-entendus, leurs vannes sexistes, leur ton volontairement castrateur, leur méthode d'un autre temps. Ou pire, les cyniques calculateurs qui veillent bien à ne pas laisser de prise, de preuves ou de traces, et qui jouent habilement des règles. Le lourdingue, ou le coupable pas pris. La personne bourrée de ses certitudes d'une autre époque. Le fameux pervers narcissique ou le malfaisant que Machiavel ne renierait pas. On en fait quoi à la DRH ? D'abord, on ne nie pas le sujet et on s'y intéresse vraiment. On ne se bouge pas les yeux. Il n'y a ni chasse gardée, ni souveraineté managériale. Le business, ça autorise pas tout. Donc on aiguise ses capteurs et ça commence par établir un climat de confiance dans lequel les salariés
ose s'adresser à la DRH quand il y a un souci. Et on travaille main dans la main avec les partenaires sociaux. C'est de l'intérêt de tous. Quand les capteurs ont identifié un signal faible ou fort, on instruit le dossier et on ne manque pas au sérieux qu'exige cette obligation, même si cela peut devenir réellement pesant. Selon la gravité des faits reprochés, le degré d'urgence de la situation, on met en place le dispositif adapté. De la simple confrontation des points de vue après enquête auprès des pairs, à l'arsenal juridique accompagné d'un avocat, en passant par les bons conseils de spécialistes des RPS. Dans tous les cas, on instruit. C'est-à-dire qu'on cherche à démêler la situation pour la comprendre, identifier les faits et passer à la vitesse supérieure après. Parce qu'après, il faut agir. Et cela va du simple recadrage jusqu'au pénal. Quand la ligne est clairement franchie, cela relève de la loi. Mais dans les zones les plus grises, il faut réussir à adapter la sanction à la situation. On peut citer là 3 catégories. Celui qui prend conscience, reconnaît et fait amende honorable. Il faut l'aider si tant est que l'équipe accepte qu'on lui donne une chance de progrès. Et là, il faut faire gaffe à ce que les vengeances personnelles sous-jacentes ne sautent pas sur l'occasion de clouer au pilori une personne maladroite, mais de bonne volonté. Ensuite, tu as celui ou celle qui, consciemment ou non, nie tout ce qui lui est reproché. Difficile de laisser la situation en l'état sans le démettre de ses fonctions de manager, si les faits sont avérés. Avertissement, période probatoire, licenciement, bref, ça dépend encore de la gravité. Et enfin, le cas de conscience, c'est pas une mauvaise personne au fond, juste que ses manières alliées à ses maladresses répétées ne collent plus, ne collent pas et font des dégâts. Les temps ont changé, il a pas vraiment évolué et du coup, il est devenu complètement décalé. Mais surtout, il n'est pas fait pour manager une équipe, alors que c'est un remarquable expert. Qui plus est, peut-être même une compétence rare. Et là, où le mettons sans que cela ne présente de risque ? En résumé, il ne suffit pas qu'un collaborateur un peu enfant gâté désigne un manager comme toxique pour qu'il le soit. En revanche, comme certains enfreignent la loi ou font de véritables dégâts, la DRH doit 1. Disposer de capteurs pour identifier les situations, 2. Instruire les dossiers pour faire la part des choses, et 3. Décider de sanctions ou de solutions adaptées lorsque nécessaire. En 4 mots, climat de confiance, capteur aiguisé, rigueur d'instruction, courage des décisions. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.